Bénin, l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, craint toujours pour sa sécurité. Des blindés de l'armée et plusieurs engins de police étaient toujours postés à proximité de sa maison, dans le quartier du centre-ville de Kadiaou. Au Gabon, le président Ali Bongo, toujours en convalescence, a reçu mardi son homologue togolais Faure Gnassingbé, une visite de travail et d'amitié qui a duré 24 heures. Et puis le chef religieux musulman sénégalais Tiek Betio Tioun est décédé mardi en France où il était soigné. Ce décès est survenu au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Bénin, l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, craint toujours pour sa sécurité. Des blindés de l'armée et plusieurs engins de police étaient toujours postés à proximité de sa maison, dans le quartier du centre-ville de Kadiaou, épicentre des violences post-électorales de la semaine dernière, qui ont fait plusieurs morts. Reportage. Des militaires armés ainsi que des policiers étaient encore visibles dans les rues de Cotonou, la capitale économique du Bénin, et plus particulièrement aux alentours du domicile de l'ex-chef de l'État, Boni Yayi, épicentre des violences post-électorales les 1er et 2 mai derniers. Des blindés de l'armée et plusieurs engins de police étaient toujours postés à proximité de la maison, dans le quartier du centre-ville de Kadiaou. La semaine dernière, l'armée bloquait tout accès autour du domicile de l'ancien président, qui avait appelé à boycotter les élections législatives du 28 avril, puis à annuler le processus électoral pour dénoncer l'absence de l'opposition. Depuis le début des événements, l'ancien président béninois Boni Yayi est demeuré à l'intérieur de sa résidence. Selon un de ses proches, il est désormais impossible d'accéder au domicile du président sans avoir décliné son identité. Boni Yayi lui-même, dans une lettre qu'il a adressée à plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont le Sénégalais Macky Sall et le Nigérien Muhammadu Buhari, a écrit que son domicile est constamment encerclé avec une circulation continue de chars. Dans ce courrier, il appelait ses chefs d'État à prendre des dispositions en urgence pour assurer sa sécurité, celle de sa famille et des opposants. L'exclusion de l'opposition des élections législatives a donné lieu dans le pays à une série de manifestations qui se sont soldées par plusieurs morts, 7 selon l'opposition. Restons au Bénin où, une semaine après la sanglante répression des manifestations des 1er et 2 mai dernier, l'opposition a de nouveau donné de la voix. À la faveur d'une conférence publique, l'ancien ministre de la Défense et ancien allié de Patrice Talon, Candide Azandaï, a relancé le débat au sujet de la crise post-électorale. Le président du parti Restaurer l'Espoir exhorte le peuple à ne pas se détourner de l'essentiel et à suivre le mot d'ordre de résistance toujours en vigueur. On l'écoute. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, ils tentent à nous tourner, toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas. Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance ne se résume pas aux anciennes querelles entre telle ou telle personne, mais la résistance a pour objet le refus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusives? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vol du Parlement est suicidaire à la démocratie? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi, contrôle l'action du gouvernement, consent l'impôt. Si le pouvoir exécutif en arrive à avoir le monopole, 83 sur 83 députés du pouvoir législatif, ça en est fini. C'est le but de la résistance. Tant que nous n'aurons pas des élections inclusives, la résistance continuera et prendra toutes les formes prévues par la Constitution. Et je vais parler un peu du recours aux armes de guerre pour imposer un coup d'État. Il y a eu des soulèvements. Il y a même eu les soulèvements de 74-75. L'armée n'a jamais tiré sur les populations. Comment une armée protectrice va détruire et tuer? C'est pour ça que
il est bon que nous posions la question suivante. Nous devons savoir d'où vient l'ordre d'assassiner les populations civiles. Qui a donné l'ordre? Au Soudan, les chefs du mouvement de contestation ont accusé ce mercredi le Conseil militaire de chercher à retarder le transfert du pouvoir aux civils. Ceci au lendemain de réserves exprimées par les généraux à des propositions sur une période de transition. Appelant le Conseil militaire à conclure un accord en vue de transférer le pouvoir aux forces révolutionnaires soudanaises, l'Alliance pour la liberté et le changement, qui représente les manifestants du mouvement, a accusé l'armée de chercher à retarder le transfert du pouvoir aux civils. Une suspicion qui survient au lendemain de réserves exprimées par les généraux à des propositions sur une période de transition. Pour les chefs du mouvement de contestation au Soudan, la réponse du Conseil militaire va dans le sens d'une prolongation des négociations et non vers une transition rapide. Ce mardi, les généraux avaient déclaré qu'ils étaient d'accord avec la plupart des propositions de l'Alliance pour la liberté et le changement sur la période de transition, mais qu'ils avaient beaucoup de réserves sur d'autres. Ils ont soulevé notamment la question de la charia, loi islamique, en estimant qu'elle devait rester la source de la législation et en reprochant à la LC de ne pas l'avoir mentionnée dans leurs propositions. Dans sa réaction ce mercredi, l'Alliance pour la liberté et le changement a estimé que les généraux avaient soulevé des questions non pertinentes, y compris celle de la langue officielle du pays et des sources de la législation, dans une répétition ennuyeuse des surenchères de l'ancien régime. Rappelons que la semaine dernière, les chefs des manifestants avaient remis aux 10 membres du Conseil militaire les propositions sur la forme des institutions qu'ils souhaitent pour la période de transition au Soudan. Au Gabon, le président Ali Bongo, toujours en convalescence, a reçu hier mardi son homologue togolais Faure Gnassingbé, une visite de travail et d'amitié qui a duré 24 heures. Le point à travers cet élément. Le président togolais a effectué une visite éclair dans la capitale gabonaise où il a eu un tête-à-tête avec son homologue Ali Bongo Ondimba. Les deux présidents ont abordé tous les points ou presque inscrits dans le chronogramme relatif à cette entrevue qui a eu pour cadre le palais du bord de mer de Libreville. Parmi les points, celui relatif à la sécurité en Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, où des groupes extrémistes sèment à tout vent désolation et douleur dans les cœurs des familles, mettant ainsi à rude épreuve des politiques de paix mises en œuvre par des États. Et dans un tel contexte, même les pays jusqu'ici épargnés sont tenus de ne pas baisser la garde. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que les pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés. Donc il n'est pas exclu, je ne le souhaite pas, que les pays d'Afrique centrale ne le soient pas demain, a indiqué Faure Gnassingbé au sorti de son entretien. Pour le président Gnassingbé, la rencontre avec Ali Bongo s'est inscrite dans la démarche anticipative que lui et son homologue mènent au sein de la CEAC et la CEDEAO. Faure Gnassingbé est le tout premier dirigeant étranger à s'entretenir avec le président gabonais depuis son AVC le 24 octobre dernier. Le chef religieux musulman sénégalais Cheikh Béthio Thioune est décédé mardi en France où il était soigné. Ce décès est survenu au lendemain de sa condamnation à 10 ans de travaux forcés pour complicité dans le meurtre de 2 de ses disciples en 2012. Voici les détails. Au lendemain de sa condamnation par contumace à 10 ans de travaux forcés pour complicité dans le meurtre de 2 de ses disciples, Cheikh Béthio Thioune a passé l'arme à gauche. Le chef religieux musulman sénégalais est décédé mardi en France. En traitement médical à Bordeaux depuis janvier dernier, selon ses avocats, le marabout avait été jugé en son absence. Lundi, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour, située à 80 km au sud de Dakar, l'avait condamné à 10 ans de travaux forcés pour complicité de meurtre et non-dénonciation de crime. Cheikh Béthio Thioune, influent responsable mouride, une des plus puissantes confréries de l'islam au Sénégal, avait été arrêté le 23 avril 2012 à la suite de la mort de 2 de ses disciples lors d'une rixe. Il avait ensuite bénéficié d'une liberté provisoire en février 2013. Il clamait son innocence et entendait se défendre devant la justice de son pays dès que son état de santé le permettrait. Administrateur civil de formation, il était l'un des guides religieux sénégalais les plus populaires dans le pays et en Afrique de l'Ouest, en Europe et aux États-Unis, où il comptait de nombreux fidèles. Il avait officiellement 7 femmes et 29 enfants.
Hors du continent africain, plus précisément aux États-Unis, un lycéen de 18 ans a trouvé la mort. C'était lors d'une fusillade qu'il a également fait plusieurs blessés dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver. Une tuerie qui relance les débats autour de la détention des armes à feu dans ce pays. Reportage. Au moins 8 élèves ont été blessés ce mardi lors d'une fusillade dans un établissement scolaire de la banlieue de Denver, dans l'ouest des États-Unis. Nous avons 7 blessés, peut-être 8, a déclaré à des télévisions locales une adjointe du shérif du comté de Douglas, Holly Nicholson-Clott, ajoutant que 2 suspects avaient été arrêtés par des policiers. Toutefois, elle n'a pu donner dans l'immédiat davantage de précision sur l'identité des suspects, leur âge ou l'état des blessés qui ont tous été évacués vers des hôpitaux. Mais selon des médias locaux citant un hôpital local, 4 patients sont dans un état sérieux, un 5e plus légèrement blessé. Selon le shérif Tony Spurlock, les suspects qui n'avaient fait l'objet d'aucun signalement préalable ont agi dans 2 endroits distincts où se trouvaient des salles de classe, mais aucune information ne laissait penser qu'ils visaient quelqu'un en particulier. L'école, qui accueille 1800 élèves de la maternelle au lycée, a été fermée durant plusieurs heures et d'importantes forces de police déployées autour du site. Au Pakistan, une explosion s'est produite devant un des plus vieux et populaires mausolées soufis. La bombe a tué au moins 5 personnes et en a blessé de nombreuses autres dans la ville de Lahore. Voici les images. C'est un début de mois de Ramadan ensanglanté pour les Pakistanais. Alors que le Pakistan vient d'entrer dans le mois de jeûne musulman, une explosion est survenue dans une zone fréquentée de la ville, près de l'entrée réservée aux femmes d'un mausolée soufi du XIe siècle, un des plus grands d'Asie du Sud selon la police. Selon une source policière anonyme, l'attaque ciblait un véhicule des forces de sécurité. Il faut dire que la lutte contre l'extrémisme s'est intensifiée au Pakistan après l'attaque d'une école de Peshawar dans le nord-ouest en 2014 qui avait fait plus de 150 morts, en majorité des enfants. Depuis lors, la sécurité s'est considérablement améliorée, mais les groupes extrémistes conservent la capacité de mener des attaques spectaculaires. Les grands centres urbains comme Lahore, la 2e plus grande ville pakistanaise et la capitale provinciale de sa province la plus riche, le Punjab, ne sont pas épargnés. Une attaque à Lahore en mars 2018 avait fait 9 morts, tandis qu'une importante explosion visant les chrétiens célébrant Pâques dans un parc de cette ville avait tué plus de 70